Québec, Canada. Il fait moins 22 degrés ce lundi 18 février 2019. Ces routes neigeuses nous conduisent vers un lieu prestigieux, le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine de Montréal. Ici officie un natif de Yaoundé. Qui est-il? Quel est son parcours? Rencontre et aussi visite guidée des lieux. Je suis né à Yaoundé, donc je peux dire que je suis un produit pur camerounais, puisque j'ai grandi à Mokolo. Donc j'ai traîné dans la boue de Mokolo, et ensuite on a immigré à Douala, où à Douala on a pu faire quelques années avant que je ne puisse ensuite avoir mon baccalauréat pour aller à l'étranger. Parce que vous avez eu votre bac? J'ai eu mon baccalauréat à 17 ans. À 17 ans au Cameroun, en 1991, c'était plutôt précoce pour obtenir un bac? Ah, si vous le dites, à cet âge-là, j'étais dans effectivement cette dimension d'aller de l'avant avec beaucoup d'encouragement des parents, puisque je dois le souligner, j'avais des parents très guidants pour l'importance de l'étude, l'importance de l'école. Je dois ici leur faire un gros remerciement, et papa et maman ont beaucoup aidé à ce que je puisse aller de l'avant. Mais dites-moi, professeur, j'ai eu dire que vous aviez présenté plusieurs fois le concours du CUS. C'était le CUS au Cameroun? En fait, après le baccalauréat, j'ai présenté le concours de CUS. Donc ça, c'était en 1991, tout de suite après le baccalauréat. Et bon, malheureusement, j'ai pas pu être reçu malgré avoir le sentiment d'avoir bien composé. Et effectivement, j'ignore ce qui s'est passé pour ne pas avoir été sélectionné. Donc c'est quelque chose qui était une frustration, parce que je considérais que j'avais à ce moment-là été déçu de ne pas être sélectionné. Et vous, le sentiment que vous avez échoué à ce concours-là pour d'autres raisons que celle des performances? C'est difficile de le dire, mais ce qui est effectivement notable, c'est que tout de suite après, je suis, par effectivement la grâce du soutien familial, du soutien parental, je suis allé à Toulouse et j'ai présenté le concours de médecine à Toulouse, qui est aussi un concours très compétitif. Et j'ai pu être sélectionné après à peine 8 mois de première année de médecine, et le concours, je l'ai eu avec un bon classement sur 1000 candidats. J'étais classé 51, donc ce qui est... Vous voulez me dire, professeur, que vous avez échoué au concours du CUS dans votre pays, vous êtes allé en France et 8 mois après, sans avoir fait de miracle, vous avez été parmi les 51 premiers reçus au concours de médecine en France? Effectivement, le concours de médecine en France est assez compétitif. On considère que le ratio à cette époque-là était de 10 pour 1000, mais c'est un ratio artificiel parce que nous, étant des étrangers, on devait compétitionner aussi avec d'autres étrangers où le nombre de places est encore plus limité. Donc sur les 100 candidats qui sont retenus parmi les 1000, on n'a que 2 places réservées aux candidats d'immigration étrangers. Vous êtes donc parmi les 2? Exactement, donc on peut dire 2 sur 1000 candidats qui ont la possibilité à ce moment-là de poursuivre les études de médecine en France. Et donc tout ça, c'est en 91 à Toulouse. À l'âge de 17 ans,
à l'âge de 18 ans. C'est ça. J'ai eu la bonne nouvelle d'apprendre que j'avais mon concours de médecine quand je venais de fêter mes 18 ans. C'était au mois de mai 92 à ce moment-là. Nous allons revenir sur le parcours du professeur Prévost Jean-Cho, mais avant, il nous fait visiter les lieux de son travail. Nous sommes ici au centre de recherche où, comme vous pouvez le constater, il y a le niveau principal d'accueil, c'est le niveau de l'administration. Cette passerelle que vous voyez réunit le centre de recherche du bâtiment clinique et cet étage, c'est l'étage administratif. Ensuite, à partir d'ici, tous les étages supérieurs, ce sont les laboratoires humides. Là où on était tout à l'heure, ce sont les laboratoires de recherche clinique, donc la recherche épidémiologique clinique. Donc nous allons nous diriger vers l'ancien bâtiment, le bâtiment de soins cliniques, bâtiment d'hospitalisation, où il y a également le bloc opératoire. Donc le centre de recherche ici, c'est le plus grand centre mère-enfant au Canada. Donc il y a plus de 3000 naissances dans cet hôpital et environ 500 lits d'hospitalisation pédiatrique. Les seuls autres adultes qu'on voit ici hospitalisés, ce sont les femmes. Donc c'est un hôpital mère-enfant. Tout le plateau technique est disponible. Le plateau technique, qu'il s'agisse de plateau chirurgical, plateau d'exploration, la radiologie, imagerie médicale, le plateau de néonatologie avec la complexité des soins néonataux et le plateau endoscopique qui fait partie du bloc opératoire. On va se diriger vers l'unité d'hospitalisation qui est sur 7 étages. Donc chaque étage comporte une spécialité particulière et dans cette unité d'hospitalisation, nous avons une unité dédiée pour la gastroentérologie. Parce que ma spécialisation en pédiatrie, c'est une sous-spécialisation qui s'appelle la gastroentérologie pédiatrique. Donc c'est une spécialisation de la pédiatrie. Dans l'équipe, nous sommes 12 gastro-entérologues pédiatres et chacun de ces gastro-entérologues pédiatres a une valence, une dimension propre. Moi, avec 4 autres, on travaille beaucoup sur les maladies inflammatoires. Il y en a qui ont une dimension sur les pathologies hépatiques, donc les maladies du foie. Il y en a d'autres sur les maladies de la motricité de l'intestin, donc tout ce qui concerne la contraction des intestins. Il y a la nutrition aussi, et il y a tout ce qui concerne les maladies qui sont dues aux allergies. Professeur, il faut que je vous rende devant le titre clinique. Avant d'arriver en France, vous avez travaillé en France. Vous avez été à l'hôpital. Oui, effectivement. J'ai travaillé dans plusieurs hôpitaux en France. Donc la première fois où j'ai, après ma graduation, travaillé, c'était à l'hôpital qui s'appelle Belfort-Montbéliard. Donc c'est un hôpital pédiatrique et adulte. Ça c'est à Montbéliard, donc c'est vers Sochaux, exactement. Okay. Ensuite j'ai travaillé à l'hôpital Robert Debré à Paris, et puis l'hôpital Lille, l'hôpital Jeanne de Flandre. Donc, et ensuite, qu'est-ce qui vous amène à émigrer vers le Canada? Alors ça c'est très intéressant parce que tout de suite après avoir fait à Paris et à Lille ma surspécialisation, on a parlé du fait que la pédiatrie connaît 2 dimensions. Il y a la pédiatrie générale et la pédiatrie spécialisée. Donc après avoir fait cette pédiatrie spécialisée en gastroentérologie, je suis revenu à Besançon, donc là où j'avais terminé ma formation de pédiatrie, pour ouvrir une unité de gastroentérologie pédiatrique. Quelque chose qui n'existait pas auparavant. Donc il y a eu une nécessité de mettre en place toutes les ressources pour qu'on puisse prendre en charge les enfants avec maladies digestives, maladies hépatiques, l'endoscopie digestive. Et c'est après avoir terminé pendant 5 ans la mise en place de cette unité que je suis ensuite... J'ai été contacté par un collègue de l'hôpital Sainte-Justine en me disant qu'ils avaient effectivement ici à Sainte-Justine
besoin de quelqu'un qui puisse venir compléter l'équipe avec une expertise qui touchait les 3 dimensions, les soins cliniques, l'enseignement et la recherche. Est-ce que vous les connaissiez avant ces personnes qui vous ont contacté? Pas du tout. Pas du tout. Non. Comment sont-ils rentrés en contact avec vous dans ce cas-là? Je pense que c'est le fait que leurs besoins étaient réels et ils avaient à ce moment-là mené une enquête pour voir qui pouvait répondre à leurs besoins. Et l'expertise que j'avais mis en place par mon expérience antérieure, les contacts avec d'autres collègues, l'appréciation, ont fait qu'ils ont identifié une personne ressource. Et c'est là où ils se sont tournés vers moi, parce qu'ils avaient des besoins bien spécifiques. C'est votre seul mérite qui vous amène au Canada? C'est effectivement la reconnaissance de ce besoin qu'ils avaient et moi, le besoin d'épanouissement, de trouver un domaine, un environnement où je pouvais mettre en pratique non seulement l'épanouissement professionnel, mais aussi finalement l'équilibre, la balance entre le travail et les activités, les loisirs, après avoir travaillé pendant 5 ans à Besançon. Dites-moi, alors que vous étiez à Besançon, mettant ce grand projet sur pied, aviez-vous jamais été contacté par le ministère de la Santé du Cameroun, par exemple, pour proposer de rejoindre un hôpital du Cameroun? Non, je n'ai pas été contacté dans ce sens. Étant à Besançon, j'ai à une ou deux reprises, et surtout même étant à Robert-Debré, à une ou deux reprises, j'ai été au Cameroun pour visiter des hôpitaux comme la Cantini, me présenter, faire un peu de réseautage pour voir ce qui se passe, histoire de tâter le terrain. Mais à ce moment-là, je n'avais pas de contact, de proposition. Cette expérience, le professeur agrégé de clinique à l'Université de Montréal en 2018 le met régulièrement au profit de la formation d'étudiants de nombreux pays occidentaux qui le sollicitent, mais jamais sur son continent et son pays d'origine qui ne lui ont jamais tendu la main, même lorsqu'il a personnellement fait la démarche en allant se présenter au Cameroun. On n'est décidément jamais roi chez soi. Voici, on est dans le laboratoire de recherche. Donc c'est un laboratoire au sein du centre de recherche de Sainte-Justine, de l'hôpital Sainte-Justine. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un laboratoire de recherche sèche, donc tout ce qui concerne la recherche sur des données, donc les données scientifiques. Donc on a ici différentes équipes qui travaillent. Donc moi j'ai des étudiants qui travaillent dans nos projets. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'en rencontrer un qui fait un projet sur les maladies inflammatoires de l'intestin. On va le voir aujourd'hui. Parfait. Donc voici donc, un des étudiants du laboratoire de recherche. Donc ici, voilà. Et l'autre aussi. Voilà, donc je vous présente un des étudiants du laboratoire de recherche avec qui je travaille. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Très bien, merci. Qui êtes-vous? Je m'appelle Yasser Foufov et je suis étudiant à l'Université de Montréal en médecine en première année. Vous êtes de quelle nationalité? Algérienne. Algérienne. Ouais. Vous vivez à Montréal ou vous êtes venu juste pour étudier? Non, je suis venu à Montréal à l'âge de 8 ans. Ah donc vous êtes Canadien? Oui, je vais ici. Vous êtes Canadien? Oui. Qu'est-ce que cela vous fait d'être formé par quelqu'un qui est originaire d'Afrique, comme vous notamment, le docteur Prévost? Je trouve que c'est quelque chose d'inspirant qui montre que peu importe notre origine ou notre bagage d'avant, on peut réussir, on peut atteindre la spécialité qu'on veut, puis être dans un centre comme Sainte-Justine qui est reconnu aussi mondialement, surtout au niveau de l'Amérique du Nord comme hôpital pédiatrique. C'est une figure qui montre qu'on c'est à partir de notre travail qu'on va évaluer, c'est pas à partir de notre origine ou de où on vient. Les portes sont ouvertes pas mal à tous.
Qu'est-ce que cela vous fait de savoir que dans son pays, dans le pays du docteur Jean Chou, il n'y a pas d'hôpital de référence comme ce CHU Sainte-Justine? Ben, je trouve que c'est quelque chose de dommage parce que même en Algérie, il manque des hôpitaux, il manque des médecins, il manque les ressources. Et c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, que c'est quelque chose à travailler pour aller offrir du soutien, autant au niveau de la formation qu'au niveau plus matériel, logistique, pour guider les hôpitaux dans ces pays-là à se développer et atteindre un niveau de soins convenable comme nous, on peut offrir ici. Dernière question, dites-moi du mal de votre... Comment je dois vous appeler? C'est votre formateur aussi? Oui. Dites-moi du mal de votre formateur qui est d'origine camerounaise. Honnêtement, on s'est rencontrés depuis le mois de autour de septembre 2018. Et ben, c'est quelqu'un qui est de très rigoureux, donc c'est quelque chose qui est en même temps assez bien, puis qui nous met sur le chemin qu'on doit accomplir nos tâches, puis à la fois c'est très formateur dans le domaine médical. Là, il faut être là, tout le temps à jour pour nos patients et être présent. Mais j'ai pas vraiment de mal à dire de lui? Non, pas particulièrement. Vous protégez vos points? Non, mais non, c'est vraiment sincère. On n'a rien vu de... Merci beaucoup. Merci à vous. Aujourd'hui, professeur, vous formez d'autres médecins. Exactement. Ici à Montréal. Tout à fait. Vous soignez des enfants pendant que dans votre pays, au pays qui vous a vu naître, pendant que dans la ville où vous naquîtes, des enfants meurent, des femmes meurent en couche. Le professeur Aimé Boni a expliqué sur mon plateau la semaine dernière avoir fait une dépression en voyant mourir un patient à qui manquait une aspirine qui ne coûte même pas 100 francs CFA. Est-ce que vous n'avez pas des pincements au cœur parfois, vous disant c'est pas possible, je pourrais transposer tout ceci dans mon pays et j'ai pas cette opportunité-là? Effectivement, c'est très pénible et frustrant de voir qu'en 2019, les ressources minimales pour un système de santé ne sont pas disponibles et que la population continue à souffrir de manque de soins. L'histoire de mon collègue, le professeur Boni, rejoint plusieurs histoires d'autres Camerounais. On a parlé d'une dame qui avait couché devant l'hôpital La Quintini, Monique Koumaté, effectivement, qui n'a pas eu la chance de donner et voir donner naissance à ses enfants parce que le système n'a pas su l'accueillir. Il y a des hôpitaux où on observe des manquements de système matériel. Et tout ceci est assez frustrant et triste parce qu'on s'est dit qu'en 2019, ça ne devrait plus exister. La santé et l'éducation devraient être des ressources de base. Et on essaye de réfléchir à comment on peut aider pour faire en sorte que ces systèmes-là puissent s'améliorer. Mais on reste très très frustré parce que malgré tout ce qu'on voit comme énergie déployée, les choses ne s'avancent pas, les choses ne s'améliorent pas, les choses ont plutôt l'impression de reculer. Vous voyez ce lit qui est un lit qui est mis ici parce qu'il est brisé. C'est un lit qui va être amené en réparation. Mais ce lit, au Cameroun, dans certains hôpitaux, devrait être considéré comme un lit 5 étoiles parce que ce qu'on voit dans les photos de certains hôpitaux, c'est très triste et malheureux parce que ce système d'équipement est une base. La prise en charge des patients en est une autre, mais le système de santé reste une clé fondamentale de l'amélioration de la qualité des soins, de la qualité de vie d'une population. La santé est une clé essentielle et il faut qu'on puisse faire en sorte que les choses s'améliorent. Il faut que les Camerounais puissent faire en sorte
de réclamer une meilleure santé parce que c'est un droit. La santé, c'est un droit. Hello, hello. Ça va? Oui. On fait un petit reportage. Quelque chose m'a positivement frappé durant ce reportage. Tout professeur en pédiatrie qu'il est, c'est spontanément que Prévost Jean Chou va vers tous ses collaborateurs, de la femme de ménage à son chef de service, en passant par les aides-soignantes et les infirmières. Et cette simplicité de l'homme est sans doute la première raison pour laquelle il est très apprécié ici. Exactement. Donc ici, on est dans le hall des urgences de l'hôpital Sainte-Justine, dans la pièce qu'on appelle l'unité de soins temporaires. Donc les patients ici vont rester maximum 12 à 24 heures. Il y a différents box comme vous le voyez. Et puis chacun des box est équipé d'un système pour de se présenter à la salle 8 à l'urgence. William Bernier. Donc ça c'est un système par exemple où les patients lorsqu'ils arrivent ont un lit individualisé avec un isolement possible dépendant du niveau de contagiosité du patient. Donc l'équipement est propre aux patients pour ce qui concerne tout le matériel d'examen par les soignants. Donc l'unité des urgences reçoit plus de 200 patients dans une journée et les patients sont examinés par des médecins résidents ou seniors et les patients sont ensuite soit hospitalisés, soit retournent à domicile, dépendant de la condition médicale. Nous allons à présent nous diriger vers l'unité d'hospitalisation. Comme on l'a vu, c'est sur 7 niveaux. Les patients sont hospitalisés à différents étages selon la spécialité. Nous allons aller à l'étage de gastro-entérologie, unité multispécialité. Donc chaque unité comporte un mélange de différentes spécialités. L'unité qu'on va voir tout à l'heure, c'est la gastro-entérologie, la cardiologie, la pneumologie aussi. Il faut savoir que dans cet hôpital, chaque sous-spécialité de la pédiatrie est représentée. Donc, il s'agit de la neurologie, la neurochirurgie, la cardiologie, la gastro-entérologie, les pathologies, la génétique pédiatrique. Donc toutes ces sous-spécialités de la pédiatrie, c'est pour dire la complexité de la médecine moderne actuelle qui nécessite d'avoir une expertise assez poussée. Par exemple, nous, en termes d'expertise gastro-entérologique, nous avons ici des enfants avec des maladies complexes, des maladies digestives, qu'elles soient malformatives ou des maladies acquises, des maladies congénitales, qui justifient un plateau technique d'une grande complexité. Nous allons voir ici l'équipe de soins de l'unité avec des infirmières d'une grande qualification pour s'occuper de ces enfants avec ces maladies qui sont très complexes. Dans cette unité, il y a environ 20-25 lits d'hospitalisation et chaque lit est individuel avec un lit pour l'enfant, un lit pour les parents. Et chacun de ces lits est dans une chambre privée, isolée. Vous venez du Vietnam, hein? Depuis combien d'années vous vivez au Canada? 30 ans? 30 ans. 30 ans. Vous êtes canadienne donc? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de mal sur le professeur Jean Chou? Rien. Bien. Est-ce qu'il est sympa? Très. Très sympa. Ok. Merci beaucoup. Donc voici notre collègue qui travaille ici. Belle collègue. Bonjour madame. Comment allez-vous? Depuis combien de temps connaissez-vous le professeur Jean? Depuis 7-8 ans. 7-8 ans. Ouais. Vous avez toujours bossé ensemble? Je travaille la nuit. La nuit, c'est ça. Donc il y a des équipes nocturnes, les patients sont surveillés 24 heures sur 24 et donc nos collègues la nuit
veille aussi sur le patient. Et la journée, c'est des quarts de 8 heures. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de lui? Dites-moi du mal de lui. Non, j'en ai pas à dire parce que quand je me réveille, il est toujours genre. Elle nous réveille la nuit parfois pour des patients qui sont instables. Donc on leur rend service, on leur rend hommage, c'est ça que je voulais dire, parce que c'est vraiment un service de qualité pour les patients. C'est des soins complexes. On a des patients greffés, des patients qui ont des nutritions parentérales, tous ces soins qui demandent une technicité que peut-être actuellement au Cameroun on n'a pas encore, mais qui, on l'espère avec le futur, pourrait être disponible. Donc la nutrition parentérale, la greffe de foie, la greffe d'organes. Et en cardiologie aussi, il y a pas mal de gestes techniques qui sont disponibles. Dites-moi, madame, il parle beaucoup du Cameroun, c'est son pays d'origine, vous le savez? Vous ne le savez pas? Pour vous, il était canadien, c'est tout. Ça, c'est bien. Hein? Mais s'il voulait retourner au Cameroun, qui est en Afrique centrale, travailler, et il vous demandait de l'accompagner, est-ce que vous accepteriez de l'accompagner travailler au Cameroun? Je crois pas, non. Mais il n'est pas obligé de partir, il pourrait rester ici. Le Cameroun a besoin de lui aussi. Mais... Le Québec aussi. Oui. Merci beaucoup. Hein? Merci. Docteur Changchou, pourquoi je n'ai pas compris pourquoi la vidéo sur vous, parce que... Pardon, j'ai pas entendu. Je vous ai expliqué pourquoi on fait la vidéo sur vous. Oui, c'est ça, parce que souvent les jeunes ont besoin de références, de rôle modèles, et souvent on voit à la télé Zidane, mais les jeunes ont besoin de s'identifier sur quelqu'un qui a un parcours pour lequel ils veulent aussi finalement suivre les traces, et parfois ça manque cette vitrine-là, puisque c'est un peu ça le but de ce qu'il fait, c'est aussi mettre en évidence la diaspora. On appelle ça la diaspora, c'est tous ces Camerounais qui ont quitté le pays, peut-être de force parce qu'ils n'avaient pas sur place les infrastructures des universités qui pouvaient former avec la possibilité d'aller jusqu'au bout de leur formation, et même de revenir travailler l'équipement matériel, par exemple les cathéters, tout ce qu'on voit sur les systèmes de nutrition parentérale. C'est très difficile quand tu es formé et que tu ne peux pas après rentrer exercer. Pourtant le besoin y est. On a des enfants comme un petit qui vient du Sénégal qu'on a eu à soigner, tu te rappelles, avec son frère aussi. C'était qui? Le Malik, avec son frère qui est malheureusement décédé, mais qui a eu quand même 12 ans de vie ici avec finalement des soins de qualité qu'on lui a offerts qui dans son pays auraient été peut-être difficiles parce qu'il n'y aurait pas eu ça pour le nourrir. C'est la même problématique au Cameroun. Donc cette diaspora-là est dans beaucoup de domaines. Ça peut être la santé comme moi, mais ça peut être dans d'autres domaines. Il faut que aussi finalement on puisse réfléchir. C'est aussi ça le but pour comment on peut aider ceux qui sont restés sur place. On peut les aider peut-être à distance par l'éducation, on peut les aider par des stratégies pour comment identifier les besoins, comment identifier les priorités et comment mettre des ressources. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes talentueux, il y a beaucoup de créativité quand on regarde ce qu'est un jeune qui a mis en évidence un système pour un drone pour livrer des produits sanguins. Et ce sont des choses de créativité qui sont essentielles. Donc notre but c'est aussi ça, c'est de pouvoir voir comment on peut aider cette jeunesse-là à rester optimiste, ambitieux, parce que beaucoup souffrent de ne pas pouvoir trouver un emploi. Ils sont dans les... Tu connais les mototaxis, ce qu'on appelle mototaxis. Au Vietnam, vous avez ça aussi. C'est ça, au Vietnam, il y a beaucoup d'universitaires qui finissent l'école, qui n'ont pas de job, alors ils font beaucoup de grappes là-bas. C'est ça, donc nous on a des doctorants qui sont sur des taxis, des mototaxis. Et la jeunesse est très triste. Donc on voudrait pouvoir qu'il y ait des hôpitaux comme celui-ci, des dizaines. C'est vraiment un rêve qui est faisable parce que ça prend effectivement une volonté de mettre sur pied des structures qui sont faites dans un cadre
d'honnêteté, de transparence. Surtout, ce ne sont pas les richesses naturelles qui manquent au Cameroun. Hein? Effectivement, on a un terrain qui est très riche. La terre camerounaise est très riche en ressources naturelles. Et toutes ces ressources-là, malheureusement, ne sont pas exploitées avec des retombées pour le pays. Les retombées de l'exploitation sont mystérieuses. Est-ce que l'argent se volatilise? C'est une grande question, mais c'est dommage. Il y a mal au Cameroun. Donc je vous présente... Qui êtes-vous? Alors, je suis Dr Colette Deslandes. Je suis le chef du service de gastroentérologie, hépatologie et nutrition du CHU Sainte-Justine. Alors, vous avez à côté de vous, docteur, le professeur Jean Chou, il faut lui rendre son titre académique. Comment l'avez-vous déniché et pourquoi? Comment on l'a déniché? On l'a déniché en France. Et puis, il avait un grand intérêt pour la nutrition et la maladie inflammatoire intestinale en pédiatrie. Et comme il avait une bonne réputation, une très bonne réputation, on a été intéressé de l'avoir parmi nous. Il avait aussi un grand intérêt dans tout ce qui était épidémiologie, statistique, alors il a été d'une grande aide pour nous. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'homme? De l'homme, pas du médecin. Ah, mais je crois que honnêtement, c'est un très très bon confrère, devenu un très bon ami. On travaille énormément ensemble à plusieurs projets. Il est un grand travailleur, alors il a fait bien avancer nos recherches cliniques en maladie inflammatoire, en nutrition, en maladie cœliaque et j'en passe. Je sais que vous avez souvent reçu dans ce CHU Sainte-Justine des enfants d'Afrique venus se faire soigner au Canada. Nous, en Europe, nous en recevons aussi. Mais vous ne recevez pas que des enfants africains malades, vous recevez aussi des éminents professeurs en médecine d'origine africaine. Oui. Est-ce que cela ne vous pose pas un cas de conscience de voir que ces professeurs viennent chez vous, au Canada, soigner, alors qu'ils pourraient être plus utiles chez eux directement? Est-ce que cela ne vous pose pas un problème de voir ces Africains, comme le professeur Jean Jou, qui viennent au Canada travailler alors qu'ils pourraient être utiles dans leur pays, sur leur continent, où il manque de spécialistes? Non, je ne crois pas que ça ne me pose pas un problème de conscience. C'est sûr qu'avec l'expertise que Dr Jean Chou développe et développera davantage, il peut toujours l'utiliser au Cameroun aussi ou en Afrique par la suite ou aller comme professeur enseigner là-bas, peut-être pas sur une base annuelle tout le temps, mais sur une base régulière et peut-être même nous inviter à aller nous aussi donner un peu de notre temps et de notre savoir et enseigner là-bas. Vous pourriez donc l'accompagner au Cameroun pour donner un coup de main au pays et au Cameroun, c'est ça? Oui. C'est certain que nous, on serait très heureux de le faire. Et puis, je pense que lui, avec l'expertise qu'il aura développée, sera d'autant meilleur à pouvoir aider les Camerounais. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Merci Colette. Ouais. Merci. Ok, parfait. Bye.